Alors là, la transition, elle est toute faite, hein, parce qu'après, la partie 3, c'est cultiver l'optimisme. Et effectivement, vous avez interviewé, vous et votre équipe, Christophe André, qui lui nous dit qu'il est optimisme, mais par effort. Hein. Ouais. Donc ça montre bien, et il faut le travailler, le rechercher. Il y a Guy Corneau qui parle de la maladie, cette aventure intérieure. Donc effectivement, j'imagine qu'on peut en sortir des tas de choses après pour continuer de vivre, et peut-être mieux finalement, parce qu'on prend conscience de sa richesse, de la vie. Laurent Gounel qui croit lui un éveil des consciences et qui nous explique, j'ai bien lu l'interview, que finalement c'est très difficile d'être gentil aujourd'hui, c'est toute une démarche d'être gentil, on est perçu comme des bébêtes, mais finalement c'est être belle d'être gentil. Et Caroline Simon, rire sur ordonnance, qui fait le clown dans les hôpitaux, avec les enfants. Voilà, c'est une fois qu'on a fait le constat, une fois qu'on est devant cette télévision et qu'on est abreuvé de toutes ces mauvaises nouvelles, qu'est-ce qu'on fait soi? Est-ce qu'on se laisse aller? Est-ce qu'on se conforte en fait dans cette espèce de désespérance qui est ambiante en fait? On est plus ou moins préservé des difficultés, du coup on ne se confronte pas à cette obligation de réagir. Et en fait cette obligation de réaction, c'est quelque chose qui est peut-être plus présent dans des pays où là la difficulté est vraiment absolument immédiate et incontournable. Nous on a encore un peu le choix, donc on peut s'offrir le luxe d'être désespéré en fait. Et c'est ce que dit Christophe André, il dit moi effectivement quand je regarde la télé, quand je vois ces informations-là, j'ai plutôt tendance à être un peu pessimiste. Mais en fait être optimiste, être dans l'espérance, c'est un effort. Chaque matin, je me dis, je vais mobiliser les forces de l'optimisme en moi, parce que ça va colorer mon existence non pas d'idéalisme ou de rêverie, ça va colorer mon existence d'une possibilité d'action plus importante. Et vous savez, moi, cette idée de livre, en fait, et de hors-série, il était venu il y a des années, quand j'avais demandé à Jacques Attali si, à propos de la première crise financière, il était plutôt optimiste à moyen terme. Il m'avait dit, votre question est stupide. Est-ce que je suis dans l'action? Est-ce que je ne suis pas dans l'action? Et en fait, ce chapitre-là et l'entièreté de ce livre-là, c'est ça. Est-ce que face aux difficultés de l'existence qu'on a tous, on est sur Terre, on n'est pas au paradis, donc on va avoir des difficultés, c'est intrinsèque à l'espèce humaine. Qu'est-ce qu'on fait face à ça? Est-ce qu'on est acteur? Est-ce qu'on se bouge? Ou est-ce qu'on se laisse aller parce que finalement, c'est plus confortable de se laisser aller? Voilà, c'est une vraie question qui est posée à notre société un peu de consommation et de luxe. Absolument, parce qu'on peut subir les événements et tout ce qui se passe, et on peut encore choisir le matin la couleur qu'on a envie de se mettre dans la tête. Exactement. Moi, je pense. Se nourrir des traditions, c'est la 4e partie, avec un petit peu plus d'invités. En interview, Fabrice Midal, Marie-Pierre Dylan Seger, merci Médée, Franck Laloux, Liliane van der Velde, Patrick Burenstena et Jean-Yves Leloup. Là, c'était de raccrocher un petit peu plus à ce qui fait la spécificité de l'INRES, c'est-à-dire cet univers que l'on va qualifier de spirituel. On a voulu aller chercher auprès de gens issus de différentes traditions, le bouddhisme, le chamanisme, l'alchimie, quelles étaient dans leur partie, dans ce monde spirituel, les ressources possibles en termes d'optimisme. Est-ce qu'il y a des forces à l'œuvre, peut-être invisibles, qui concourent à faire en sorte que l'humanité n'est pas complètement dans le gouffre? Vous savez, parfois, on a comparé notamment l'Allemagne nazie à une espèce de force d'ombre qui a recouvert la planète. Mais peut-être, j'en sais rien, je ne veux pas entrer dans les théories abracadabrantes occultes, mais je fais le constat, et les invités de ce magazine, notamment dans cette dernière partie, font le constat qu'il y a aussi des forces d'amour qui sont existantes. Et là, on n'est pas dans le cuculapraline, on n'est pas dans le religieux, on est dans vraiment quelque chose d'agissant. Ces forces-là qui sont à l'œuvre. Alors je ne sais pas de quoi on parle, le problème c'est que là on manque de mots, mais c'est là, c'est visible. Moi j'ai pu le constater moi-même dans des cas un peu difficiles, cette force elle est là. Tout d'un coup on a l'impression que rien ne va plus, tout est foutu, et il y a quelque chose de presque de l'ordre qu'on va qualifier de surnaturel qui se produit, qui fait que tout d'un coup des événements qui allaient vers le mur sont renversés, et que tout d'un coup quelque chose de positif se met en œuvre. Donc même si effectivement l'observation réaliste de notre monde devrait nous indiquer que finalement tout va se terminer très très mal, il y a peut-être quelque chose qui fait que ça va être complètement à l'inverse. Donc voilà, ce livre-là, pour synthétiser toutes ces approches, c'est le cas dans les témoignages du début d'ailleurs. Quand on a Samuel Pissard qui nous explique qu'il a finalement vécu la chute d'un monde étant jeune, et qu'on voit la carrière qu'il a fait derrière et l'épanouissement professionnel qu'il a vécu, ça s'est bien relevé d'un seul coup. Exactement, même au-delà d'un parcours individuel, je crois que l'être humain et chacun de ceux et celles qui vont regarder cette vidéo ont peut-être intérêt à essayer de se rappeler qu'ils sont un univers entier avec des ressources insoupçonnables et qu'il faut les activer, il faut se faire un petit peu
violence pour réactiver son optimisme, réactiver son espérance. Et comment le faire en étant réaliste et en ne partant pas non plus sur ces petits nuages de bisounours? C'est en suivant un petit peu les exemples de ces différentes personnes qui sont exprimées dans ce bouquin, qui ancrent l'optimisme et l'espérance dans la réalité. En tout cas, Stéphane Alix, avec vos collaborateurs, ce livre fait vachement bien. Parce que quand on a un petit coup de mou, il faut vraiment le lire. Et je pense que c'était la démarche. Vous l'adressez à qui, ce bouquin? À tout le monde. À tout le monde. Voilà, on est... moi, je suis, de par ma carrière récente, en ayant fondé le magazine Inexploré et l'INRES, j'ai pu faire le constat effectivement de ces forces à l'œuvre et de cette information alternative qui malheureusement n'est pas encore trop sur le devant de la scène. Cette information alternative, c'est la capacité de montrer ce qui va bien sur Terre. Et il y a beaucoup de choses qui vont bien. On a beaucoup de défis, on a beaucoup de dangers, on a beaucoup de choses qui nous menacent, mais on a aussi beaucoup d'énergie, beaucoup de choses positives, beaucoup de choses qui sont à l'œuvre et qui peuvent faire de notre monde quelque chose de profondément épanouissant et habitable. Rien n'est foutu. On a des défis importants. Il ne faut pas se cacher, il ne faut pas se voiler la face. Mais c'est peut-être une bonne nouvelle aussi. C'est dans nos mains. Ça dépend comment on le regarde. Le message de ce livre, c'est bougeons-nous tous, attendons pas que ça tombe tout cuit, bougez-vous et soyez optimistes chaque matin, faites l'effort de l'être et vous allez voir, c'est payant. Tout est encore possible, c'est un manifeste pour un optimisme réaliste. C'est aux éditions Solar avec l'INRES. Stéphane Alix, un grand merci. Merci beaucoup. Et c'est un livre que vous avez fait avec vos collaborateurs. Voilà, Réjean Hérault, Sébastien Lilly et Myriam Gablier. Merci bien. Merci.